21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, peuple d'Afrique, sentez-vous saluer alors que justement nous entamons cette autre édition de votre tribune panafricaine Ouro Africa. Ce soir, nous allons de plein pied rentrer justement dans la seconde étape après celle de la convocation du corps électoral. Je parle là bien sûr de l'élection présidentielle au Cameroun. On va après la publication des listes par le conseil électoral. Nous allons cette fois-ci entrer dans la phase qui est inhérente au contentieux. Et oui, les 70 et 70 autres qui ont été candidats, qui ont été recalés par le conseil électoral d'Elections Cameroun peuvent donc dès aujourd'hui aller du côté du conseil électoral et justement essayer de rabattre les cartes en leur faveur en fournissant justement les éléments manquants à leur dossier. On va donc interroger cette place, cette séquence dédiée au contentieux et voir, entrevoir même si parmi ceux-là qui hier ont été recalés, certains peuvent essayer justement de faire évoluer les choses en leur faveur. On sortira de ces prémices de contentieux et on ira justement ce soir sur Ouro Africa de plein pied aussi vers ce qui pourrait apparaître comme l'étude de façon attentive des projets. Je parle là d'un projet, de certaines formations. Je parle là des projets qui sont présentés aux Camerounais. On parlera de façon précise ce soir de la gouvernance. On va interroger ensemble les projets, les formations politiques qui peuvent aider à une meilleure gouvernance dans notre pays. La lutte contre la corruption est abondamment évoquée ici et là. Y a-t-il une formation politique parmi les 13 déjà retenues qui porte en elle-même justement l'ADN de cette lutte contre la corruption? On en parle. On ira aussi du côté de la crise anglophone. Et oui, elle continue de façon plus ou moins apparente à être existantes. Les incursions ont réellement diminué, mais elles sont toujours là. Comment est-ce qu'on aborde l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun alors que la crise est toujours présente? Est-ce que ce sont des éléments, je parle là de la gouvernance et surtout de la crise anglophone qui vont faire chorus dans le débat? Ces éléments sont-ils présents dans le débat alors que justement le temps s'égrène et qu'on se rapproche de façon inexorable vers le 12 octobre 2025? Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique, voilà le menu qui nous interpelle ce soir alors que justement Ouro Africa prend ses quartiers. Je vous reviens tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Première mise au point ce soir. Malheureusement, le candidat Akere Mouna prévu pour nous accompagner lors de cette édition de Ouro Africa. Son équipe de communication nous fait savoir son indisponibilité. C'est aux encablures de 17h-18h que nous avons eu le chargé de la communication du candidat. Nous tenons à présenter déjà toutes nos excuses à tous ceux-là qui certainement espéraient voir la présence de Maître Akere Mouna sur ce plateau. Ce n'est que partie remise. Nous promettent justement ceux qui sont chargés d'accompagner le candidat dans son déploiement communicationnel. Donc il ne sera pas parmi nous, mais très certainement sur les antennes d'Info TV, mais aussi de Ouro Africa, autres plateformes qui justement permettent aux candidats de présenter, je l'ai dit, leurs projets et surtout les idées qui leur accompagnent alors que l'on va de façon inexorable vers la présidentielle au Cameroun. Je vais procéder à l'exercice tel habituel. Je commence les présentations avec quasiment l'équipe au grand complet ce soir. Je commence par ma gauche proche avec le docteur Jean-Moïse Mbong. Plus besoin de préciser qu'il est acteur éminent et majeur de la société civile au Cameroun. Docteur, bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent, bonsoir aux internautes, bonsoir à mes co-panélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Permettez-moi très rapidement de dire également ma peine de constater l'absence de Maître Akere Mouna qui peut-être ses équipes n'ont pas compris la pertinence, l'importance
et la valeur même de Ouro Africa qui en fait est une estrade, l'estrade de la science, l'estrade de la communication, l'estrade de l'échange, l'estrade du partage, parce qu'à Ouro Africa, nous recherchons la vérité, nous recherchons la pertinence, nous permettons aux uns et aux autres de dérouler la science qu'ils ont, que ce soit dans les élections pour leur pays, parce que nous ne parlons pas que du Cameroun, nous parlons de l'Afrique. Pour ceux qui viennent d'ailleurs, ils peuvent communiquer facilement sur Ouro Africa parce qu'ici, justement, nous questionnons les projets, les programmes, nous questionnons les hommes, nous questionnons ce qu'ils portent et aussi nous mettons beaucoup d'accent sur la population, ses besoins, ses centres d'intérêt et toutes les questions qu'elle peut donc se poser. Donc, Ouro Africa est vraiment la plateforme qu'il faut à un candidat à l'élection présidentielle parce que c'est ici qu'on pose des questions, c'est ici qu'on essaie de comprendre, sans invectiver quiconque, sans tomber dans la sauvagerie ou la rigole, comme nous avons l'habitude de dire ici, Ouro c'est la science. Et nous disons donc qu'en cette présidentielle, nous venons vraiment appeler les candidats à se sentir à l'aise à venir sur Ouro Africa, de venir échanger avec ce panel qui est déjà constitué. Nous aimons notre population, nous aimons le Cameroun, nous aimons l'Afrique et nous respectons tous les hommes qui se lèvent de manière courageuse comme ça pour venir apporter la pierre à l'édifice et au construit national. Donc je vous remercie pour l'invitation, je vous remercie de m'avoir associé à ce banquet et j'espère que le président Keremouna et les autres trouveront un bonheur à venir partager ici avec nous et j'ai envie de rassurer leurs équipes de communication, soyez en paix. Soyez tranquilles. Ici, ça ne peut qu'échanger et communiquer. Merci Jean-Moïse Mbok. Ici, on ne fait qu'échanger et communiquer. C'est le projet qui nous intéresse. Un autre qui est quasiment permanent sur ce plateau, Timothée Somba, vous êtes journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. Ma fraternité chaleureuse renouvelée à mes copanélistes et très spécialement aujourd'hui j'aimerais faire un clin d'œil au top management d'Info TV qui déploie une batterie énorme de moyens pour faire monter la chaîne qui de plus en plus charrie beaucoup d'espoir et continue de grimper pour le grand bonheur des Camerounais qui ont besoin d'un média comme ça, un média du centre qui ne fait ni dans l'anachémisme de certaines personnes, ni dans l'excès de propagande d'autres personnes. Comme le disait le docteur Mbok tout à l'heure dans son propos, Ouro Africa, tout comme Info TV, sont des espaces où l'on permet à chacun de s'exprimer. C'est le choc des idées, le débat des arguments scientifiques. Nous ne faisons pas dans la gadoue et c'est à saluer de la part du top management qui a su fixer un cap. Le cap, la devise d'Info TV, c'est pour le vivre ensemble. L'on ne peut vivre ensemble que dans la tolérance, l'acceptation de la contradiction, l'acceptation de l'altérité. Merci Timothée Somba. Je poursuis l'exercice avec ma gauche profonde. Le patriarche François Bikoro, une fois de plus, lui aussi répond à l'appel. Patriarche, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir surtout à vos téléspectateurs qui se comptent en millions depuis que vous avez annoncé que, depuis la semaine dernière d'ailleurs, que vous allez donner un espace à toutes les personnes qui veulent se mettre en face de la destinée collective de notre pays. Je voudrais, à la suite du docteur Mbok, parce que je suis panafricaniste, dire que Ouro Africa, Ouro d'abord est un mot swahili, qui veut dire liberté, autodétermination et indépendance. Mais dans le contexte qui est le nôtre, vous savez que les États africains aujourd'hui sont contingentement de la recherche de leur quête, de la quête d'identité africaine, que les autres confondent comme étant une quête pour un combat contre ce qui avait travaillé avec nous dans les années d'indépendance, de colonisation et d'esclavage. En fait, les émergences africaines aujourd'hui cherchent à avoir une identité remarquable dans le concert des nations. Les émergences dont vous êtes ont certainement tiré les leçons à travers les savoirs savants en se posant des bonnes questions. Au nom de quoi, depuis 1945, les gens proclament la liberté, l'autodétermination des nations. Mais c'est 3 ou 4 personnes qui n'ont pas beaucoup changé, qui gèrent le monde. En réalité, on ne cherche pas à faire en sorte qu'on se sépare d'eux. On cherche à avoir une place. Parce que dans le concert des nations, qui est en fait un grand marché,
nous nous sommes dit, nous les émergents africains, qu'on ne peut pas aller au marché avec la haute de l'autre. Parce que s'il a plus d'argent que toi, il va te dire, je vais encore acheter le macabo, le plantain, il vaut mieux que tu me remettes en haute. On ne part chez l'autre que pour échanger, pour avoir quelque chose qu'on peut lui apporter, et en échange de ça, ça revient vers nous. Je parle sous le contrôle des éminences grises qui sont sur ce plateau. L'économiste sous-entend simplement que vous apportez à l'autre ce qu'il n'a pas et vous donnez ce que vous n'avez pas. Et c'est ça qui consolide les solidarités, l'unité et peut-être les adhésions à un certain nombre de politiques internationales. Maintenant, Ouro Africa, qui est l'émission, il faut bien préciser qu'en réalité, nous nous sommes rendus à l'évidence des jeunesses africaines, des jeunesses émergentes, que les autres n'arrivent pas à être en adéquation avec nous, peut-être parce qu'ils ne nous connaissent pas très bien. On a donc décidé de leur permettre, d'abord aux Africains, qui sont des intelligences hybrides, de connaître d'abord l'Afrique. Donc nous communiquons d'abord pour les Africains, entre les Africains. Nous entendons communiquer en direction des Africains qui ne sont plus en Afrique, pour leur dire qu'en fait, l'Afrique demeure ce qu'elle a toujours été, la maman nourricière de toutes les nations. Et maintenant, nous communiquons encore un peu mieux par rapport aux gens qui proclament qu'ils sont nos amis. Parce que si vous allez donner un téléviseur à un Bakweri et qui n'a pas d'électricité, vous n'avez pas compris ce dont il avait besoin. Donc nous avons décidé chaque lundi de permettre à ce que les amis d'Afrique, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain, puissent savoir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on vive ensemble dans un monde de paix, de stabilité et de solidarité. Maintenant, les Africains eux-mêmes, il y a beaucoup d'Africains qui nous jugent par rapport aux critères de convergence, de divergence qui ne correspondent pas au milieu africain. C'est pour ça que nous travaillons dans le sens que l'identité africaine soit perçue comme toutes les autres identités dans le monde entier. Donc que si vous voulez aider l'Afrique, si vous voulez coopérer avec l'Afrique, que vous sachiez que le mot Ouro devient indépendance d'abord, et devient liberté, il devient autodétermination. Et on vous donne donc un boulevard pour vous y incruster. En ce qui concerne l'élection présidentielle du Cameroun, comme toutes les élections présidentielles du moment aujourd'hui en Afrique, en réalité, on veut quérir auprès de ceux qui veulent attraire à la solidarité nationale, qui veulent gérer les indépendances, qui veulent gérer les États africains, on veut leur aider à être en adéquation avec les émissions populaires qui sont celles du moment. Donc c'est souvent gênant qu'on vous donne une plateforme comme celle-là pour que vous venez parler aux Africains qui sont en train de se demander quel est notre plan dans le Conseil des Nations et que vous ne puissiez pas venir. Moi, j'ai eu des appels pratiquement des États-Unis, du Brésil où j'étais, et de tous les pays européens qui ont dit enfin, vous commencez à poser des problématiques pour aider les jeunes Européens, les jeunes Américains, les jeunes Asiatiques qui ont les mêmes problématiques que vous dans cet embrouillamini du Conseil des Nations pour qu'ils puissent mieux comprendre que celui qui va gérer le Cameroun demain les rassure de la solidarité internationale, les rassure qu'il n'y a pas une haine envers quelque race que ce soit, les rassurer que nous sommes en train d'effacer dans l'histoire commune les mauvais endroits qui nous divisent. Merci, Patriarche Bikoro. Ce que vous dites sur ce plateau est entendu de par le monde, puisque tout de suite, lorsque vous parliez, un téléspectateur sénégalais a justement eu la peine de nous écrire. Il dit ceci: bien le bonsoir à vous. Je viens juste de me positionner sur votre chaîne et j'ai entendu un monsieur parler de Ouro Africa. J'ai apprécié les 2-3 premiers mots que j'ai entendus, mais sa prise de parole était finie. Alors j'aimerais en savoir plus sur ce Ouro Africa de façon verbale. C'est monsieur Térom depuis le Sénégal. On reviendra, donc Jean-Maurice Mbam, le patriarche, ont planté le décor. Je termine l'exercice de présentation avec un autre acteur de la société civile, Jean-Dieu Vouna. Vous êtes parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là. Et aussi, quelque part, un peu déçu de l'absence de ce grand et cet éminent et brillantissime avocat qui a marqué non seulement le Cameroun, l'Afrique et même le monde. Parce que moi, j'aurais souhaité le regarder, l'écouter. Pourquoi? Parce que toutes les thématiques m'ont semblé taillées à la mesure de ses performances, de son potentiel, de son expertise et de son expérience. Lorsque nous parlons nous avons une thématique sur le contentieux. Qui plus est mieux placé pour expliquer qu'un avocat international comme Maître Akere Mouna, qui a su démontrer à suffisance ses capacités au niveau international sur des questions de contentieux et autres. Il n'y a que lui
qui était capable de nous éclairer ce soir, non seulement en tant que candidat, mais aussi en tant qu'un homme d'expérience. Et lorsque nous voyons la thématique sur la gouvernance, il me souvient qu'il a quand même été introduit dans les sphères de la gestion sur les questions de corruption, Transparency International. Je crois qu'il a été le représentant Afrique, si je ne m'abuse. Et même au niveau mondial, il a occupé des postes. C'est encore lui qui est capable de parler des questions de gouvernance et de corruption. Quand on parle de la crise anglophone, par essence, il est de cette région, il est le mieux placé pour nous communiquer les réalités et même les réalisations s'il y a eu ou des manquements dans cette crise-là. Je ne vois donc pas pourquoi je ne me questionne, parce que lorsque M. Mbarga parle de ton équipe de communication qui s'est excusée, est-ce qu'ils ont on va pas faire une fixation mesuré Jean de Dieu Evuna, le candidat n'est pas là, il a communiqué vis-à-vis de nous via l'équipe de communication. Nous avons pris acte, rien n'interdit qu'il soit là la semaine prochaine. C'est l'objectif c'est ça que j'allais qui nous rassemble. Oui, justement, j'allais chuter en disant que, j'allais chuter en disant que moi, je lance un vibrant appel à cet aîné, que nous l'écoutons, nous le regardons, nous voulons. Et à tous les autres, qu'il s'expriment, qu'ils viennent face à des jeunes comme nous, qu'on n'essaye pas de l'investiguer, mais de pouvoir échanger avec lui cordialement en tant qu'un homme d'expérience, pour qu'il puisse nous communiquer quelque chose qui pourra nous servir. Merci, Patriarche. Non, je voudrais vous rassurer, pour avoir côtoyé le personnel Mouna, hors politique africaine, hors politique nationale. Nous avons été en Éthiopie, lors du sommet de l'Union africaine consacré essentiellement aux questions de corruption et de gouvernance en Afrique. Je crois que c'est une voix qui compte. Il a dû se rendre compte à l'évidence que beaucoup de choses que l'on reproche aux Africains, parce que ça a été dit là-bas, viennent du fait que nous avons des options de gouvernance qui ne sont pas adaptées aux États africains. On le lui a dit là-bas, il a beaucoup expliqué. Donc je crois que ça doit être un problème d'agenda, peut-être de dernière minute. Et nous espérons qu'on a encore 3 mois avant les élections présidentielles. Je vous rassure que je vais m'y atteler pour que ce grand personnage soit avec nous. Pas beaucoup plus pour parler de l'élection qui est un point focal conjoncturel, mais je crois que c'est une source assez forte parce qu'elle porte en elle-même l'héritage de notre pays. Merci, Patriarche Bikoro, pour les précisions. Nous, on va tout de suite de plein pied rentrer dans le programme qui nous attend ce soir. On a dit, on va effectuer une brève escale du côté du Conseil constitutionnel avec justement ce contentieux qui est engagé. Je commence par vous, Timothée Somba, hormis la casquette qui est celle du directeur publication que tout le monde connaît, le juriste aussi est présent. Alors, lorsque nous interrogeons le processus électoral, à quel niveau sommes-nous précisément, Timothée Somba? Nous sommes effectivement, à partir de samedi, nous sommes rentrés dans la phase du contentieux pré-électoral. Pourquoi contentieux? Tout simplement parce qu'il y a des contestations. Certaines ont été introduites aujourd'hui et je pense que les candidats ont jusqu'à minuit pour introduire leur requête afin de permettre au Conseil constitutionnel de rester dans les délais selon la computation du code électoral qui voudrait que au plus tard le 11 août la liste définitive soit déjà rendue publique. Parce que l'article 126 précise que celle-ci doit être rendue publique au plus tard 60 jours avant le scrutin. Puisque le scrutin est fixé le 12 octobre, la liste doit être rendue publique le 11 août au plus tard. Maintenant, lorsque l'on observe comment le contentieux préélectoral doit se dérouler, ELECAM notifie aux différentes candidatures qui ont été rejetées les motifs de rejet. Ceci permet donc à ces acteurs de préparer leurs moyens de défense au niveau du Conseil constitutionnel.
cela subodore quelque chose de très important. Oui. C'est qu'il n'y aura pas possibilité d'extrapolation. Ouais. Parce que je vois comment la toile s'enflamme. Déjà, des personnes se comportent comme si le rejet, pour l'instant, de certaines candidatures, n'était pas un rejet légal. C'est ça. Comme si c'était un rejet au faciès ou un rejet ciblé. Non. Sur la ligne de départ des élections, il n'y a ni favori, ni détesté a priori. Tout ce qu'on demande à tout le monde, c'est de respecter les articles 121 et suivants jusqu'aux articles 129 du Code électoral. Si votre dossier a donc été rejeté pour double investiture, vous n'aurez pas la possibilité de parler d'autre chose devant le Conseil constitutionnel. Qui l'a, parce que son texte organique dit qu'en matière électorale, la lettre prime sur l'esprit. Le juge constitutionnel, encore qu'au Cameroun appelé juge constitutionnel, est peut-être un abus, parce qu'on a choisi délibérément de ne pas avoir une cour constitutionnelle, mais d'avoir un conseil constitutionnel qui est composé de membres et non de juges. Alors, il ne faut pas qu'on pense que c'est un tribunal où on va ajouter de nouveaux éléments. Non. Et c'est la raison pour laquelle le dossier est concomitamment déposé à l'ECAM et au Conseil constitutionnel. On peut donc se poser la question de savoir si le Conseil constitutionnel a déjà le dossier, qu'est-ce qu'on va encore chercher à son niveau? Et l'ECAM est constitué de techniciens des élections. Oui. Le Conseil constitutionnel est constitué de techniciens du droit électoral. Voilà. Il peut donc avoir une mauvaise interprétation de la loi au niveau de l'ECAM. Parce que le garant de la rectitude et de l'application stricte de la loi, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, les seules hypothèses de changement ne peuvent survenir que d'une présomption de mésinterprétation de la loi au niveau de l'ECAM. Et c'est la raison pour laquelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel est très importante. Parce que c'est en fait lui qui est l'interprète authentique de la Constitution et de la loi. Parce que c'est lui qui a qualité. l'ECAM n'a pas qualité d'interpréter la loi. l'ECAM n'a pas qualité de donner un sens à la loi. Celui qui a qualité pour le faire, selon notre Constitution, c'est le Conseil constitutionnel. Et ce sera très bon, très passionnant de suivre ce qui va se passer à cet endroit, parce qu'il va nous permettre d'aplanir certaines divergences, d'aplanir certaines supputations que nous commençons déjà à faire, à ruminer en notre sein. Maintenant, il est bon, quelqu'un le disait, que chacun reste à sa place. Lorsque je vois des gens se répandre aujourd'hui et qui se présentent encore plus le 12 octobre 2025. Je ne voudrais pas me mettre à la place des 13 retenus. Ils sont exprimés dans les différents médias et je n'avais pas l'impression qu'ils étaient déçus par l'institution chargée de conduire les élections dans notre pays. Oui. J'ai vu des gens qui étaient soulagés. J'ai vu des gens qui attaquaient même ceux qui n'ont pas été retenus en leur disant qu'il y a un processus qu'il faut respecter avant de faire tout débat. Oui. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'ECAM qui a déjà été reconnu parce que dans notre pays, toutes les candidatures indépendantes ont été rejetées. Oui. Donc il nous restait 18 possibilités pour candidater à la présidence de la République. Et dans les 18 possibilités, il y a 3 ou 4 partis politiques qui se sont permis de ne pas respecter l'ordonnancement juridique et réglementaire. Il y en a qui présentaient 3 candidats, ça fait moins 2. Ça fait 16. Alors, vous ne vous appesantissez pas sur les retenus. Que dire donc à ceux qui ont été balayés, mis de côté? Non, j'en viens. Donc les motivations ont été nous sommes dans un processus. Les gens se sont dit depuis 1990 que les Camerounais ne s'intéressent pas à la chose politique. Et vous conviendrez avec moi que l'élection présidentielle 2018, ils étaient 8, je crois. Je peux me tromper. Maintenant, ils sont 13. Encourageons d'abord ce qui est bien fait. Tout à fait. Pourquoi vous voulez que je m'attarde à ceux qui n'ont pas voulu bien faire? Vous voulez que je vous parle des gens qui avaient des actes de naissance qui ne correspondaient pas à leur nom? Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est terminé. Nous sommes à une autre phase maintenant. Et cette phase consiste à dire aux Camerounais que nous avons choisi un moyen d'attraire à la fonction présidentielle. C'est les partis politiques,
c'est les 300 signatures. Oui. C'est la possibilité pour un individu qui est dans un parti politique d'aller quérir un autre parti politique qui a au moins un élu. C'est une question d'éducation. Et je suis en train de leur dire que sur les 18 partis politiques qui étaient fondés à traire à la fonction présidentielle dans sa candidature, il y a 13 qui ont respecté la loi et le règlement. Il faut le dire. Donc il reste 5 qui ont refusé délibérément en ce qui concerne les partis politiques et les formations qui concourent à l'expression du souverain universel, qui ont refusé de respecter cela. Oui. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est la bonne connaissance des institutions qui gèrent notre pays. Je crois que ça doit être la loi 04-2004 qui donne les compétences du Conseil constitutionnel. Il faudrait que les gens le sachent. Les compétences du Conseil constitutionnel sont bien établies, bien encadrées. On ne sort pas de là. C'est ça. On ne sort pas de là. On lui a donné pour rôle de contrôler la régularité de l'élection présidentielle. Oui. On ne lui a pas donné le rôle d'aller dans les partis politiques pour savoir comment est-ce que ça se gère là-bas. Parce qu'on a laissé cela, parce que c'est une affaire entre individus, aux mains de la justice normale. Il faut bien que les gens le sachent. La justice Donc, civile. La justice, non, normale, je préfère la justice. Parce que c'est une justice exceptionnelle, ce qui n'intervient qu'à l'occasion des élections et des référendums. Donc pour le moment, il ne faut pas faire le débat sur les choses qui ne concernent pas le Conseil constitutionnel. Il regarde la constitutionnalité des lois, je crois que ce n'est pas prévu ici. Il s'assure que les gens qui veulent être élus à des assemblées hautes là, l'ont été élus de la même manière. Mais pour le cas de l'élection présidentielle, il s'assure simplement que vous apportiez un élément supplémentaire en phase avec la loi. Ça veut dire que si on a mal écrit votre nom, vous amenez un acte de naissance, vous dites que c'est Elekam qui a mal écrit mon nom, voici mon acte de naissance. Si on vous demande la lettre d'investiture, vous apportez simplement la lettre d'investiture. Et Elekam n'ira pas chercher pourquoi 3 frères qui mangeaient ensemble ne s'entendent plus autour d'une femme ou autre chose. Donc il ne faut pas que demain, on se mette à juger cette institution prima. Parce que quand vous avez une institution qui proclame le premier d'entre nous tous, c'est une institution suprême. Mais sa suprématie s'arrête lorsque l'on a proclamé la personne qui va exécuter. Donc pour le cas d'espèce, je ne voudrais pas revenir sur les gens qui ont été rejetés. J'ai même vu des gens qui ont amené des chèques alors qu'on dit qu'il faut aller déposer l'argent au trésor public. Donc je ne sais pas à quel moment ils vont avoir cet argent pour aller le déposer. Il y a un aspect qui fait couler beaucoup d'encre de salive, doyen Mikoro, c'est cette question de double investiture. Elle a justement freiné l'ambition de nombreux ténors, entre guillemets, de l'espace politique. Je voudrais encore vous dire, parce que je suis éducatif, il n'y a pas de ténor à la fin d'un mandat. C'est à l'issue d'une élection que le peuple vous dit, voici le ténor. Je vous avais dit ceci à ce qui concerne l'opposition, vous embrouillez les Camerounais dans le processus démocratique de notre pays. C'est un peu quand les enfants entrent dans... Ils sont en classe de 3e, ils vont faire le BEPC. Il n'y a personne qui est plus fort que l'autre. Celui qui a 10 de moyenne aura le même diplôme que celui qui a... Mais quand c'est un concours, on dit celui qui aura 17. Mais au départ, ils sont tous capables d'avoir les 17 pour ne pas les avoir. Donc il faut oublier. La clameur populaire ne crée pas le droit. Oui. Ça ne crée aucun rien. Parce que même les gens qui ont tué les gens au nord-ouest, au sud-ouest, Boko Haram et tout ça, ils sont très populaires. Mais ils ne créent pas le droit. C'est vous qui le dites. Non, je dis, parce que populaire, ça veut dire qu'on parle de vous et les gens croient que vous êtes sérieux. Les footballeurs sont populaires. Mais quand il s'agit de quelque chose qui a un ordonnancement réglementaire et juridique, il faut beaucoup apprendre aux Camerounais. C'est un peu comme ceux qui iront voter demain. Si tu mets 2 bulletins, tu fais perdre une voix à la personne que tu voulais choisir comme président de la République. On ne blague pas à ce niveau. Donc je me répète encore, la deuxième phase a été prévue dans notre ordonnancement juridique pour corriger un certain nombre de choses qui ont été faites à la première phase. Et l'ECAM, dans les droits qui lui sont acquis, a pour rôle de recevoir, de comptabiliser et d'y extraire les personnes qui n'ont pas mis les 10 documents qu'on leur demande. Mais au fond, il y a donc, parce que même les 13, le Conseil constitutionnel va s'assurer que les éléments qui ont été déposés
au conseil électoral du mois Elekam sont des éléments qui sont en phase avec le droit et la loi. Donc il peut même arriver que vous ayez passé le tamis de l'ECAM et quelqu'un vient dire que c'est un Congolais. J'étais avec lui, on a eu ce cas-là dans les élections législatives avec Hervé Emmanuel Com. Donc il y a des choses qu'il faut bien apprendre au Cameroun. Il ne faut pas rire. Nous devons éduquer les Camerounais parce que cet instant est primordial. Il fait en sorte qu'un individu gère nos décisions collectives. Et je dis que la loi n'a pas donné au Conseil constitutionnel d'aller voir comment les associations dites civiles ou privées fonctionnent. Merci. La loi demande simplement que dès que vous avez déjà fait vos statuts et règlements, vous les déposez à l'agent de l'État qui est le ministre de l'administration territoriale, qui est garant du fait que c'est fiable et c'est bon. Et c'est à lui qu'on va demander, est-ce que dans cette querelle, tu as reçu ceci ou tu as reçu cela. Il ne faut pas donner l'impression aux gens que ceux qui ont été rejetés ne peuvent pas revenir. Ils peuvent être 18 demain, comme ils peuvent être 15. Mais pour le moment, le Conseil constitutionnel juge de la fiabilité des documents qui ont été donnés. C'est pour cela que quand vous les déposez à Elekam, la loi dit qu'il faut aller rapidement déposer ça au Conseil constitutionnel pour éviter des soubresauts comme nous sommes des Camerounais où les gens peuvent faire... Merci, Doyen Bikoro. Alors, Jean-Dieu Vouna, le patriarche Bikoro fixe le cadre juridique et normatif qui, justement, organise les règlements de cet instant. Nous sommes là, justement, au sortir de la publication des 13 du Conseil électoral de l'ECAM. On engage le contentieux, mais c'est un accouchement avec beaucoup de douleur, puisqu'on écoute beaucoup de cris d'enfer au sein de l'opinion, on écoute des candidats qui estiment avoir été lésés. On a, c'était du côté de Douala, samedi, vu quelques déploiements sécuritaires militaires dans certaines formations, base de certaines formations politiques. Est-ce que, selon vous, observateurs des sciences sociales, on va y arriver sans trop de fusion, sans trop de cris et sans trop d'éclat de voix? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à un groupe gospel qui prestait hier au Centre culturel camerounais, Gospel Jam, et qui avait pour thème un Cameroun nouveau. J'y ai été invité particulièrement et j'ai apprécié l'exposé des louanges et adorations et les contes qui étaient racontés, qui étaient dits pour un Cameroun nouveau. Pourquoi je fais allusion, je fais un parallèle avec cette soirée. C'est justement au regard de l'analyse de juristes sur le plateau qui nous fait remarquer que nous avons un conseil constitutionnel qui est constitué des membres et qu'on n'a délibérément pas voulu la Cour constitutionnelle qui, elle est constituée des juges. C'est une très grande différence et ça pose un problème des institutions fortes. Pourquoi? Parce que paraît-il qu'il y a une loi qui régit au sein du Conseil constitutionnel que ce Conseil ne se mêle pas des problèmes qui sont au sein des partis politiques. Et si dans ce Conseil ne se mêle pas des problèmes parce qu'il n'est qu'un conseil constitué de membres, ne se mêle pas des problèmes des partis politiques qui ont investi 2-3 candidats, ça pose un problème. Lequel? Celui de régulariser les questions de leadership au sein des partis politiques qui, ma foi, crée ce chaos, cet imbroglio au sein. Par exemple, là où vous avez dit justement, vous faites allusion au siège de Manidem qui a été militaro-sécurisé hier ou je ne sais pas quand. Justement parce qu'il y a ce problème. On a l'impression que le ministère de l'administration territoriale, certains lui prêtent le jeu de mettre le chaos au sein des partis politiques. D'autres, moi, mon regard, c'est qu'il semblerait que les partis, la gestion des partis politiques essaye de dépasser ce ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions de justice qui sont dites, mais qui ne sont pas respectées par le ministère. Comment, dans un pays sérieux, on peut se retrouver
dans un parti, avec des problèmes au sein des partis politiques, alors que nous avons un ministère qui est censé réguler ces problèmes et on a la justice. Les gens vont jusqu'à la Cour suprême. Jusque-là, la Cour suprême rend des verdicts et rien n'est respecté. Mais maintenant, en retour, on nous dit qu'on a investi 2-3 candidats et la Cour constitutionnelle, je veux dire, le Conseil constitutionnel, qui est constitué de membres, n'a pas le droit de s'immiscer dans les problèmes des partis politiques, internes des partis politiques. Ça pose un sérieux problème de la force des institutions fortes. Oui. Pourquoi? Parce que si c'était une cour constitutionnelle, les juges allaient enfin trancher sur les questions de leadership au sein des partis politiques pour mettre fin. Pourquoi? Parce que je suppose, je suis pas juriste, je suppose qu'on aurait donné à la cour constitutionnelle le droit, si on ne leur a pas donné le droit, on devait leur donner le droit pour rendre cette institution forte. Le droit de clencher dans ce genre de situation afin que nous n'ayons plus l'UPC avec 3 candidatures. L'UPC qui est quand même un parti historique qu'on ne devrait pas fouler au pied comme ça, qui est notre histoire, Alors on a un sérieux problème des institutions fortes. On devrait même questionner à l'analyse de M. Timothée, qu'est-ce que nous avons donc? Une instance, une institution qu'on reconnaît par 2 mots, incompétence et irrécevable. Voilà ce que nous retenons du Conseil constitutionnel. Alors, à ce niveau, peut-être, on ne fait pas le procès. Je ne fais pas le procès. Je questionne ni celui du ministère de l'administration territoriale. Nous ne pouvons pas parler du contentieux. Oui. Nous ne pouvons pas parler du contentieux. Le ministre de l'administration territoriale, Jean-Louis Vouna, oui. Le ministre de l'administration territoriale n'a fait que rappeler le cadre normatif et réglementaire qui régit le déploiement des acteurs politiques en situation d'élection présidentielle comme c'est le cas. Il est inconcevable que dans un pays sérieux, oui. Nous parlons des institutions, oui. Avec un ministère de l'administration territoriale, avec des tribunaux administratifs, jusqu'à la Cour suprême, qu'on soit incapable de trancher des questions d'association. Mais les questions ont été tranchées. Non, elle est quand même tranchée. Non, pas. Elle est capable. On n'a pas le droit de trancher. Elle est à tout simplement renvoyer les gens au fait qu'ils y avaient plusieurs investitures. Oui. Il est donc question ici, quelle est l'instance qui peut mettre fin à ce désordre au sein des partis politiques? Pourquoi? Parce que la plupart de ce que nous allons vivre dans les prochains jours au niveau du contentieux, c'est des questions d'investiture de plusieurs candidats. Et on dit à ce conseil, on limite ce conseil à ne pas pouvoir trancher. On regarde la loi et des lois et du droit qui est réellement c'est son rôle. Non, je dis question dont il devait. Je dis une chose. C'est pas son rôle. Non, permettez que la société civile que nous sommes, que nous puissions questionner la question des institutions fortes, la question de rendre cette institution forte au point de pouvoir avoir les mains libres de remettre de l'ordre là où il n'y a pas l'ordre sur des questions électorales, sur des questions de droit électoral et tout ce qui va avec. Moi je questionne et je crois que ça va faire beaucoup de bruit pour chuter et en répondant à votre question. Ça va faire beaucoup de bruit et je pense que c'est fait exprès pour que ce bruit serve à ce qu'on dise que le droit a été dit, mais beaucoup rentreront franchement frustrés, déchirés, et ça ne construit pas le vivre ensemble. Merci, on commence par le procès du Conseil constitutionnel sur ce plateau, puisqu'il n'y a même pas encore eu. Je vous donne 30 secondes, doyen, puisque le docteur Jean-Moïse va prendre la parole. Je voudrais d'abord que l'on ne fasse pas une fixation sur une personne. Oui. Parce qu'au greffe de l'ECAM, il y a au moins 10 personnes qui sont allées là-bas pour rectification de beaucoup de choses et contestation. Et la société civile camerounaise fait une fixation sur une personne.
Laquelle? Non, elle a fait une fixation sur une personne. Elle a fait une fixation Pour le moment, sur Anissé Kane. pour le moment, il y a un candidat qui a les problèmes de multiples investitures. Jean Baïbek là aussi a ce problème. Non, je dis que le Camerounais qui a... Jean Baïbek n'a pas déposé 30 millions. Il ne faut pas faire le débat. S'il vous plaît. On est un peu sérieux sur ce plateau. Parce que vous avez tué les Camerounais en leur faisant savoir les gens qui font plus de bruit pour rien. Au-delà de tout ce qu'on raconte, il y a 10 pièces. Je vous dis que la rare personne qui a un problème d'investiture, c'est le candidat du Manidem. Et la loi prédispose qu'il faut faire une différence entre l'investiture et la candidature. Le RDPC a eu multiples candidatures. Et quand il y a multiples candidatures, la loi dit qu'on va interroger dans leur parti politique qui a signé. Qui a signé. Et le problème a été réglé. Le même Taylor Nana, Taylor, c'est ça, et a été au Conseil constitutionnel. Oui. On accepte parce que c'est tout. Maintenant, il y a, par exemple, Jean-Blaise Gouette. Lui dit qu'on a mal écrit son nom, ses dossiers sont complets. On va interroger. Lui va simplement ramener les mêmes dossiers qu'il lui a dit. Mais le reste qui disait qu'on lui doit l'argent au trésor public, on lui doit ceci. Vraiment, il ne faut pas venir faire... S'il vous plaît. Quand vous avez un problème d'investiture, la loi prédispose que c'est le tribunal de première instance. On a compris. Il y a une justice qui est... Merci, doyen. Vous amenez donc ce que le tribunal de première instance a donné, vous allez donner au Conseil constitutionnel. On va pas une fixation entre 14 personnes qui ont déposé des contestations. Vous faites une fixation sur une personne, vous argumentez sur le fait que la clameur populaire régit le pays. On a compris. Il y a un problème. Jean-Maurice Mbok, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'avancer vers ce qu'on craignait que... aussitôt la partie entamée, que les contestations commencent et que l'arbitre soit récusé avant même qu'il n'ait donné le premier carton rouge? Non, en fait, je vais d'abord commencer par dire que j'espère que mon temps de parole sera aussi pris en compte. La première chose que je vais dire ici, c'est qu'il faut, on est dans une émission pédagogique et il faut reconstituer les choses. Timothée Somba rappelé, nous avons dit samedi ici que chacun doit être à sa place, chacun doit jouer son rôle. Les partis politiques doivent commencer par faire le ménage dans leur fonctionnement avant d'arriver au niveau du MINAT. C'est là qu'il y a un problème. Parce que si les partis politiques eux-mêmes ne s'organisent pas, le MINAT, retenez très bien, population qui nous écoutez, le MINAT prend acte. Il ne s'immisce pas dans la vie des partis politiques. Mais il prend acte de l'information que vous lui donnez. Maintenant, si vous voulez dire qu'il s'est immiscé et qu'il a fait ceci, il a fait cela, c'est toujours les individus qui choisissent de dire non c'est moi, non c'est moi, non ce n'est pas moi, c'est d'abord les individus. Et nous on s'arrête à ce que nous voyons et ce que la loi dit. Donc au niveau du MINAT, il est question de prendre acte, de se rassurer de la sécurité du territoire et de se rassurer que tous les candidats soient responsables de ce qui peut arriver, en bien comme en mal. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je veux saluer le candidat du MRC, qui est resté silencieux, qui est resté calme. Il n'y a pas de candidat du MRC, Jean-Maurice Mbok. Merci de me faire ce rappel, mais c'est toujours les gens du MRC qui sont derrière. Le candidat du Manidem, non, allons-y doucement. C'est le candidat du Manidem. Je veux le remercier. Je veux terminer ça en disant merci au président Kamto, qui n'a pas réagi par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ou alors qui a plutôt bien réagi en allant simplement au Conseil constitutionnel. Ça aussi, c'est des éléments qu'il faut saluer. Pour ma part, dans l'évolution, on voit bien que l'homme est en train de s'assagir. Ce n'est plus l'homme qui avait dit à Paris que 50 morts, on va brûler le pays, le reste va arriver. Je crois qu'aujourd'hui, il a bien compris que les Camerounais ont besoin de se parler, ont besoin de s'entendre et de trouver des solutions pour évoluer. On arrive donc au niveau de l'ECAM. Et l'ECAM réceptionne les pièces qui sont exigées pour rester à cette élection présidentielle. Oui. Et quand vous voyez les pièces rejetées, la majorité, certains sont allés très loin. Ils n'ont même pas de carte d'électeur. Ils n'ont pas de casier judiciaire. Ils n'ont pas de fonction pour certains. Ils n'ont pas d'âge. Et la majorité n'a pas
fournir les 30 millions Même les impôts, qui représentent la caution. Certains ne fournissent pas les impôts et ainsi de suite. Alors, à ce niveau, il faut déjà commencer à se poser des questions. Et les CAM devraient être plus stricts dans la réception des dossiers. S'il faut 11 pièces, et vous n'avez pas les 11 pièces, on ne reçoit pas votre dossier. Tout simplement. Il faut réinterroger la loi. Et là, il faut réinterroger la loi. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui demandent que ce soit réinterrogé doivent le faire de manière intelligente. Voilà un cas pratique. Pourquoi prendre 84 candidatures, nous humilier en mondovision, pour qu'on vienne encore dire qu'il y a des gens qui veulent être chefs de l'État et qui vont poser le dossier sans bulletin numéro 3, sans fonction, sans argent. Bref, il y a un manque de sérieux qu'il faut rapidement traiter. À ce niveau, et les Cambou dira que moi je réceptionne simplement, et puis j'envoie au Conseil constitutionnel qui a, lui, la dernière décision, si vous voulez. Parce que la liste de l'ECAM est finalement validée par le Conseil constitutionnel. Oui. Aujourd'hui donc, nous avons 12 candidats qui sont déjà allés au Conseil constitutionnel. Jean-Blaise Gouet, Maurice Kamto, Babion Gono, Léon Tellier, Rama Injadé Bertin, qui sont nous sommes à 35 André-Marie Diban, et ainsi de suite. On est à 35, ça veut dire que ça a évolué. Donc aujourd'hui, tous ceux qui vont... de préciser de quelle formation politique sont, pour que les gens comprennent s'ils ont un élu, s'ils n'ont pas un élu. Non, à ce niveau, doyen, vous faites bien de rappeler ce volet. Parce que des 18, vous avez les partis politiques qui n'étaient pas parmi les 18 qui sont fondés de présenter un candidat. Ceux qui n'étaient pas parmi les 18 avaient, comme les candidats indépendants, l'obligation de fournir les 300 signatures. Qui n'existent pas. Ils n'ont pas fourni les 300 signatures. Ils ne sont pas fondés parce qu'ils n'ont pas d'élus à présenter un candidat. Donc, d'office, on vous met de côté. Je ne sais pas ce que des gens sérieux iront chercher au Conseil constitutionnel parce que, et c'est là que le père Clément va clairement vous dire irrecevable. Et c'est irrecevable. Tout le monde qui... Il n'y a pas deux langages à ce niveau-là. Ce type de dossiers sont irrecevables. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, si on n'a pas placé ces différents éléments-là... Alors, à ce niveau, Jean-Maurice Mbok, puisque... tout le monde qu'il faut être sérieux, soyons sérieux. Oui. Qu'est-ce qui amènerait un candidat normalement constitué, ayant une expérience de la vie publique, de la vie juridique et même de la vie politique, à aller déposer un dossier que lui-même sait entaché d'irrégularité, si ce n'est l'esprit, la perspective de créer une situation de conflictualité dans le processus qui pourrait même amener à ce que l'élection soit annulée? Alors, il y a un problème dans le jeu des acteurs. Oui, la réponse va se trouver dans le deuxième sujet qui est la gouvernance. En fait, on a un sérieux problème d'impunité au Cameroun. Parce que si des incohérents de cette nature étaient punis, ils n'allaient même pas commencer à jouer à ce jeu. C'est l'impunité qui fait ça. C'est-à-dire que tout ce que je veux, c'est qu'on sache que moi aussi, j'ai voulu être candidat. Il faut que je me vante au quartier, que j'impressionne les petites filles, que je me fasse voir, non légalisé. Donc aujourd'hui, c'est l'impunité tout simplement qui amène les uns et les autres à jouer à ce mauvais jeu. Et il faudra donc que l'ECAM, en fait, que les lois puissent donner le pouvoir à l'ECAM de sanctionner jusqu'à l'amende ce type de pseudo-candidats qui savent très bien qu'ils n'ont pas les pièces requises, qui savent qu'ils n'ont pas d'élu, ils n'ont pas de 300 signatures, ils viennent quand même. On devrait à chaque manquement sanctionner de moins 1 million. Ce qui fait que chacun, quand tu viens, j'ai vu certains qui ont 7 motifs de rejet. 7. Ça dit que si ce n'est pas la provocation, c'est quoi? Alors, il faudrait qu'à ce niveau, aux prochaines élections, la démocratie, dans sa dynamique, qui se fixe des termes dans les différentes élections pour animer le pays, doit intégrer le volet des sanctions de manière à ce que des aventuriers ne viennent plus jouer à ce genre de jeu. Nous sommes donc en train d'aller vers quoi? Nous sommes en train d'aller vers, une fois de plus, ça revient à ce que je préconise tous les jours, c'est un dialogue franc et sincère. Le dialogue, à quel niveau? Écoutez, Stéphane, écoutez. Mais justement, vous posez la question, vous posez la question, je vous réponds. Votre question n'était pas sur ces candidats. Je rejoins le doyen, on ne parlait pas d'eux. Non. Votre question était sur, est-ce que nous sommes en train d'aller vers le désordre? Non.
On ne va pas vers le désordre tout simplement parce que... désordre. Non, on ne va pas vers le désordre parce que c'est là que... Mais écoutez, le désordre s'installerait quand on ne va pas dire aux gens qui nous suivent la stricte vérité. Le Conseil constitutionnel, Timothée Sombala dit, ne va pas dire autre chose que ce que Elekam a dit. Parce que Elekam dit, voici les conditions qui sont arrêtées pour être candidat, les voilà. Les gens déposent le dossier à Elekam et au Conseil constitutionnel, ils ne prendront que pièce par pièce, vérification par vérification, et vont rejeter ceux qui ne sont pas complets. Il faut commencer à dire aux Camerounais qui nous écoutent qu'on ne va pas à Elekam pour un plaidoyer autre que les pièces qui sont requises. On n'a pas conseil. Il n'y a rien d'autre que les pièces requises. Maintenant, il y a des cas qui peuvent être traités. La double investiture, par exemple. Si le Manidem décide de retirer une investiture, est-ce que la loi permet que ce soit traité? C'est un autre sujet. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que ce n'est pas accepté? Est-ce qu'on n'est pas déjà forclos? C'est des sujets qu'il faut mettre sur la table et dire à l'opinion la vérité. Est-ce que ça va passer? Le juriste me dit non. Je pense que c'est non. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mette à rêver et qu'on se mette à entraîner une confusion dans la tête des Camerounais qui nous suivent. C'est que diriger le Cameroun ne demande pas un super homme, demande simplement des personnes responsables, conscientes, qui veulent développer le pays, donc qui respectent la loi, les principes qui sont fixés et les citoyens qui les écoutent. Merci Jean-Maurice Mbok. Timothée Somba, le docteur Jean-Maurice Mbok fait savoir que le Conseil constitutionnel dira difficilement autre chose que Elekam ait dit. Donc, pour certains qui, justement, sont frappés du saut de double investiture, peut-être il faut abandonner, ou alors il faut penser à passer un mot d'ordre pour encourager d'autres candidats. Si Elekam, ou alors le Conseil constitutionnel, va suivre à la lettre les orientations d'Elekam en termes de rejet, je dis, peut-être pour les autres, il faut tout simplement abandonner. Merci Stéphane. Hans Kelsen a bien distingué en matière de droit ce qui est, qu'il a qualifié de Zayen, donc le droit qui est dans la loi. Il a différencié ce droit de ce qui devrait ou pourrait être qui est proposé. Là maintenant, on ne gère pas une élection avec ce qui pourrait ou devrait être, c'est-à-dire le Zolen. Ce sont des expressions allemandes. Oui. On gère la présidentielle avec ce qui est. Et La qu'est-ce qu'il loi. fait? Allez-y, Timothée. J'ai noté, donc je déroule. Oui. On gère avec ce qui est la loi. Maintenant, Jean de Dieu vous a glissé quelque chose qui peut être très dangereux pour les étudiants. La terminologie d'une institution ne conditionne pas ses chefs de compétences. Tout à fait. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'on a choisi un conseil que ça veut dire qu'une cour aurait des compétences plus étoffées. Un conseil constitutionnel peut même avoir des compétences plus étoffées qu'une cour. Oui. Tout dépend dans le texte organique. Tout à fait. Aux États-Unis, il n'y a pas de conseil constitutionnel. Il n'y a pas de cour constitutionnelle. Il y a la Cour suprême qui est tout. Ils ont choisi une institution qui fait tout. Chez nous, le juge suprême dans l'ordonnancement judiciaire du Cameroun, le juge suprême du pouvoir judiciaire s'appelle la Cour suprême. Oui. Et c'est là où les partis politiques vont jusqu'au niveau suprême. Si je prends le cas d'un parti politique, le problème de ce parti politique aujourd'hui, c'est que il y a eu gain de cause à la Cour suprême. Oui. Mais celui qui a bénéficié de la décision de la Cour suprême ne peut plus être celui qui l'applique. Parce que durant le processus juridictionnel, lui-même son mandat est échu. Lui, il a les décisions de justice, mais il n'a plus qualité de les appliquer. Parce que selon les textes de son parti, son mandat est échu. C'est un cas d'école. Et c'est très important. Parce que le docteur vous a fait exprès de subvertir mes propos pour atteindre ses objectifs. C'est pour ça que je précise. Maintenant, c'est les mêmes membres de ce parti politique. C'est tellement facile que tout le monde sait de qui on parle. Ce sont entre les membres de son comité directeur. Quand il revient donc au réolé de ses décisions de justice, il dit on a gagné les minates, qui lui disent non. On a gagné, c'est bien. Mais ce n'est plus toi.
ils organisent dans un autre congrès et lui refuse de reconnaître ce congrès parce que au sein de ce parti politique, le mandat c'est 3 ans. Ces 3 ans étaient déjà dépassés. Donc lui-même n'est plus qualifié. C'est la raison pour laquelle lui, il a été sage. Il n'a investi personne. Il a allé soutenir quelqu'un. Et lors d'une émission ici, Info TV, j'ai bien aimé la thématique. Parti politique X, 5 postures, 3 candidatures. 5 postures, pourquoi? Il y a une aile qui a dit soutenir la continuité à droite, une aile qui a dit soutenir un changement promis à gauche, et maintenant il y a 3 comités directeurs. 3. C'est-à-dire des institutions ayant une présomption de qualité d'investir, qui ont donc envoyé 3 candidats. Qui ont été déboutés par les CAM. Pourquoi? Ça me permet donc de revenir sur le fameux problème, la question d'investiture. Tout à fait. Qui n'a rien à voir avec la candidature. 2 choses différentes. Qu'est-ce qu'on demande? L'article 121 dit qu'on est investi par un seul parti politique. Pas une coalition, pas 2. Ce qui subodore que un parti politique qui a déjà investi un individu ne peut plus en investir un autre. Chaque parti politique investit une seule personne. Et dans le dossier de candidature, il y a ce qu'on appelle la lettre d'investiture, qui ne peut pas être signée par un badaud. Elle est signée par celui ayant qualité. Ou ceux ayant qualité. Ou ceux ayant qualité, selon le règlement intérieur de votre parti. Quand vous venez donc au niveau de l'ECAM, au sein du même parti, 2 individus ayant qualité d'investir seuls, ou alors 2 individus devant absolument faire partie du collège des investisseurs. Vous venez vous déposer chacun sa lettre d'investiture. Vous voulez que l'ECAM fasse quoi? Et l'ECAM vous rejette parce que vous avez déjà violé l'article 121 qui veut que c'est un parti, un candidat. Vous croyez qu'au Conseil constitutionnel, vous irez dire que non, finalement, on a fait la paix, on se retire. Non, non, non. Ce n'est pas ça le travail du Conseil constitutionnel. De dire qui a le droit d'investir. Le Conseil constitutionnel va prendre acte. Est-ce que l'ECAM était fondé à vous débouter pour double investiture? Si l'ECAM est fondé, le Conseil constitutionnel va s'aligner. Pourquoi? Il s'assure de la régularité du travail de l'ECAM. Il est l'arbitre final. Il ne crée rien de nouveau. Même en termes de documents. On n'a même pas de nouveaux documents auprès du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que vous déposez le dossier chez l'ECAM et chez lui. Le cas qui est cité sur ce plateau du Jean-Blaise Gouet, MPCC, qui aurait un problème de nom, par exemple. Quel peut être le son qui sera rectifié dans le code électoral, article 129, il y a un contentieux sur les sigles, il y a un contentieux en rectification. Ça veut dire quoi? Dans les 10 pièces qu'a fourni Jean-Blaise Gouet, il y a certainement une des pièces où le nom est différent. Voilà, il rectifie. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, parfois on écrit mon Timothée TI, d'autres personnes l'écrivent avec TH. Voilà. Vous voyez, il faudra donc qu'on se rassure au niveau du Conseil constitutionnel de sa véritable identité. Est-ce que son Gouet c'est G-W-E-T ou c'est NG? C'est NG. Finalement, dans vos pièces, il y a 2 noms. Le Gouet que le MPCN a investi, c'est quel Gouet? Voilà. Les 2 noms, c'est pour vous ou bien c'est une autre personne? Là, il faudra prouver peut-être avec un certificat de nationalité, un certificat d'individualité, un certificat de domiciliation, un certificat de résidence. Donc, il ne faudrait pas... Vous avez dit quelque part aussi que le Conseil constitutionnel suit l'ECAM. Non. Le Conseil constitutionnel a même l'avantage sur l'ECAM. Demandez-moi pourquoi. Allez-y. On vous dit que dès que vous avez déposé l'ECAM, vous devez immédiatement, c'est écrit immédiatement dans le code électoral, déposer au Conseil constitutionnel. Ça veut dire que pendant que l'ECAM travaille, vous pensez que les dossiers au Conseil constitutionnel, c'est pour dormir? Ils sont déjà
en train de travailler. Donc, il procède au même dépouillement des dossiers que Elekam. Et ce que les gens ne savent pas, 55 candidats n'ont pas souscrit à l'obligation de déposer le dossier au Conseil constitutionnel. Rien que cet élément vous élimine. Rien que ces éléments fait que vous rendez le travail facile à Clément Atana. Parce que si vous n'avez pas déposé votre dossier chez lui, même la lettre d'engagement, rien, il vous balade. Ça veut dire que ce n'est que 83 moins 55. C'est les 18 qui restent qui pourront parler devant les cas. Maintenant, je sors avec un élément. 30 secondes, 30 secondes. On me donne l'impression que 83 candidats, c'est la banalisation. Non. Au Sénégal, que nous célébrons depuis un moment, c'était 95. Sérieux? Non, le problème n'est pas sérieux ou pas. Il faut savoir que l'élection présidentielle, l'élection présidentielle est un marché. De dupes? Non, c'est pas un marché de dupes. Non, je veux chuter, mais permettez que j'explique ce que je dis. Oui. L'élection électorale, c'est un marché. Si vous voulez, c'est une grande foire qui a ce que je qualifie de réverbération qui peut vous préparer à un destin politique. Il ne revient donc pas à l'ECAM d'estimer qu'une candidature est sérieuse ou pas. Parce que l'ECAM en matière électorale est divisé en 3 groupes. Premier groupe, le courrier, moi je qualifie ce groupe de courrier la Direction générale des élections, qui reçoit le courrier de tout Camerounais. La loi interdit à une administration de refuser un courrier. Dès qu'ils ont fini de recevoir le courrier, ils envoient à l'instance d'examen qu'on appelle le conseil électoral. Oui. C'est le conseil électoral qui a la compétence d'apprécier donc les sérieux, les non sérieux. Merci, maintenant, non, je veux dire en 5 secondes. En 5 secondes, non, il y a un élément. Il y a 2 candidats de moins de 35 ans qui ont déposé les dossiers. Tu ne vas pas être... Et quelqu'un a dit qu'il fallait rejeter leur dossier parce qu'ils ont voulu violer la loi. Non. La loi n'a pas dit que pour déposer le dossier, il faut avoir 35 ans. La loi a dit que pour être candidat, c'est là qu'il faut avoir 35 ans. Merci. Donc, on va préparer son avenir. Permettez-moi. Allez-y rapidement. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Timothée Soma nous prend un exemple. La Cour constitutionnelle a tranché et a donné raison à la Cour suprême. La Cour suprême a tranché et a donné raison à un postulant ou alors celui qui était à la tête. Donc vous voulez me dire que, je ne suis pas juriste, vous voulez me dire que pendant que le tribunal siégeait, supposons que ça a pris 3 ans, son mandat était en cours, comment est-ce que le mandat de quelqu'un qui est contesté, à qui on dit qu'il n'est pas président d'une association, est en cours? Et maintenant que la Cour suprême juge que c'est lui qui a raison, on lui dit que les textes d'une association disent qu'il ne peut plus être maintenant qu'il a raison. Vous comprenez donc que il y a... Non, permettez. Allons-y, je questionne. Ne perdons pas le temps, monsieur l'État. C'est-à-dire que... Ça veut dire que la Cour suprême décide que j'ai raison. Et le règlement intérieur d'une association balaie du revers de la main les décisions de la Cour suprême. Ça pose un sérieux problème. C'est parce qu'il s'est passé. Non, vous avez... Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. C'est-à-dire que pendant que... ce sujet, moi je suis là où vous voulez l'information. Laissez-moi même la Cour suprême. Vous dites bien que le dernier juge, le juge suprême, c'est celui de la Cour suprême, décide que j'ai raison. Et le règlement intérieur met balayer du revers de la main. Quel règlement intérieur là? Vous avez dit clairement que pendant qu'il se répète déjà. Parce qu'il me coupe. Mais maintenant, le message est passé. C'est là où nous mettons le pied au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance aussi, parce que la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Si les lois s'entremêlent,
ça pose un sérieux problème de gouvernance. Moi je dis, il faut le dire. C'est-à-dire une décision de la Cour suprême. Qu'est-ce qui peut revenir et balayer une décision de la Cour suprême? Quand vous, le juriste, vous dites que c'est le dernier rempart. Non, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit qu'on appelle la justice. La décision de justice est rendue sur la Cour suprême. Je vais retirer l'antenne. Je vais rendre l'antenne. Non, il faut continuer comme ça. Laissez ton dire. Moi, je vais rendre l'antenne. On ne vient pas se Non. Je vais rendre l'antenne. S'il vous plaît. Si on continue à ne pas s'écouter, je rends l'antenne. C'est ça. Allez-y, Yann, Dieu vous. Okay. Laissez-nous questionner. Questionner et être même fou. Paraître fou. Parce que c'est notre rôle. Comment est-ce que la Cour suprême rend un arrêt de justice et ça c'est déjà dit. Les lois d'une nation. Alors essentiel. Alors maintenant, lorsque mon cher frère dit clairement que quelqu'un qui n'a pas 35 ans, qui a 27 ans ou 21 ans. Oui, on a vu les deux cas. Les deux cas. Le rôle d'une administration, c'est de rappeler la loi. Eux qui sont... C'est pas ça le rôle des administrations. Ouais. L'administration, c'est quoi? C'est que... écrit où? Non. Toi qui cites souvent... C'est toi qui cites souvent les Africains. C'est toi qui cites souvent les Camerounais. C'est-à-dire quoi? Lorsque la loi me donne le droit de gérer comme ça, je rappelle à celui qui vient déposer le dossier qu'ici, on ne vient pas déposer le dossier lorsqu'on n'a pas 35 ans. C'est clair. C'est la science administrative. Parce que la loi... Non, laissez ça, Timothée. Arrête de m'arrêter. Ne fais pas comme... Vas-y. Nous sommes sérieux. Tant que vous êtes j'ai le droit de représenter. La loi n'a pas une chose. C'est la science administrative. Vous prêtez transition. La loi... Retour sur le plateau de Ouro Africa avec un peu plus de sérénité, nous l'espérons, mais surtout un peu plus de vérité. Madame Bikolo, nous sommes là véritablement dans ce que on craignait qu'il y ait ces contestations, qu'il y ait ces juridismes, que certains galvaudent l'esprit de la loi pour retenir la lettre de la loi. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui raison de repréciser de façon claire et précise par ceux qui sont en charge de le faire, les tenants et l'aboutissant de tout le processus qui conduit à l'élection présidentielle le 12 octobre 2025? Il faut d'abord dire que la sagesse africaine dit qu'on ne change pas de barque au milieu du fleuve, surtout si le fleuve a des crocodiles. Le débat de mes deux grands juristes là, c'est le débat de changer la barque au milieu du fleuve. Là où on part à la même distance que là où on est. On a déjà terminé la construction des dossiers. On a terminé la création des partis politiques, ça veut dire qu'ils savaient ce qui va arriver. On a fini d'amener les gens à aller prendre la carte d'électeur. On a déjà arrêté les inscriptions, ça veut dire que nous sommes au milieu de la barque. Votre débat, c'est quand nous serons à destination. Mais c'est un bon débat parce que vous êtes observateur. La deuxième, c'est que vous vous demandez aux Camerounais qui sont au milieu du fleuve, avec le même danger devant et derrière, de rentrer. Alors qu'en face, ils voient les gens danser de l'autre côté. Laissez les Camerounais aller à l'autre rive. C'était leur destination. La deuxième chose, c'est que il faut maintenant, vous êtes obligé de le comprendre maintenant, pourquoi les nations modernes ont créé les assemblées. Pourquoi les nations modernes ont créé des gens qui gouvernent seuls, avec d'autres personnes. C'était pour éviter que dans un marché, on ne se genre de débat. Chaque 5 ans, faites un plaidoyer à la société civile
pour que les gens qui sont à l'Assemblée nationale soient des gens compétents et conséquents. C'est ça. Ce que nous faisons aujourd'hui est contingent de ce que les autres ont déjà fait pour qu'on arrive à ce niveau. La nourriture que vous mangez au restaurant, la maman qui vend sa bombe ne connaît pas là où ça part. Son rôle, c'est de vendre le macabo. Votre cuisinier va acheter le macabo, lave le macabo. Vous vous êtes en train de dire que pourquoi tu as enlevé les épluchures? Le conseil électoral et le CAP, c'est les gens qui lavent le macabo avant de servir à table. Et vous entrez dans un restaurant, c'est le menu qui est votre loi. Ne commencez pas à dire à quelqu'un que moi je voulais manger le corn chop, alors que c'est bien écrit que jeune américaine. Vous ne pouvez pas. Au moment où nous parlons, c'est de dire aux Camerounais qui s'agitent parce que les Stéphane n'ont pas appris la culture politique aux Camerounais. Il faut leur dire que les gens qui... C'est pas le rôle des politiciens, ouais. Non, c'est pas le rôle des politiciens, c'est le rôle de tous ceux qui sont face à l'agora. Oui, L'école, la maison, le taxi, le marché, c'est notre rôle. c'est notre rôle, nous Et tous. formater des gens qui vont gérer le pays demain, Tout à c'est fait. qui C'est ça seront que nous gérés. sommes là. Tout à fait. Donc il faut maintenant ce que vous refusez de comprendre. Il faut le dire aux gens qui s'agitent, victimes de la mauvaise éducation politique des médias de nous autres, que les gens qu'ils veulent défendre en allant casser les boutiques ont déjà déposé les requêtes au Conseil constitutionnel. Ça veut dire que eux, ils savent que ça va se gérer là-bas. Le bruit qu'ils font au quartier, c'est un bruit inutile. C'est ça. Les gens qu'ils veulent défendre ont déjà déposé, ils disent à la barque, changeons de pagaie. Mais ils n'ont pas dit à la barque que changeons de barque. Ils ont déposé, comme les premiers avaient déposé avant. Quand référé allait déposer son dossier, tu étais au courant. Tu savais même qu'il va déposer le dossier pour demander son argent que l'État lui doit. Maintenant qu'on se rend compte que c'est ça, on passe à la deuxième phase. On a déjà élagué la première phase. La deuxième phase, il y a quelqu'un qui juge les gens qui vont à la deuxième phase. En même temps qu'il juge ceux qui ont jugé à la première phase. Ce que la société civile doit apporter dans le débat, c'est que la crédibilité des institutions vient nous faire que les rigolos ne sont pas passés. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'important dans la maturation des institutions. Oui. C'est le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile n'est pas de faire le débat des politiciens dont nous sommes. Nous, on venons discuter un gâteau, on va se mettre à faire... Mais vous qui observez la bagarre, vous pouvez vous dire qu'il y a quelqu'un qui avait un couteau dans la poche. Mais Jean-Dieu, lui pose le problème des institutions. Non, je dis que son débat est bon. En capacité de réguler là où il peut avoir... Pour qu'il le régule, il aurait fallu que l'Assemblée nationale qui a donné les compétences à cette institution se réunisse. Même à elle, faire son rôle. C'est réunissance. Même à Pour le moment, il n'y aura pas d'Assemblée. Même à elle, quand même, faire son rôle de Je ne t'interromps pas. Je dis que pour qu'on change les lois, le débat de juridisme est bon après. Parce qu'on constate ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et notre pays est par éliminate. On continue seulement. On ne continue pas, on fait ce qui sera fait. Et ce qui doit être fait. Vous avez des textes qui embrouillent les gens pour rien. On a commencé par le MINAT. Grâce à la société civile, on allait en L1. On est allé en L2 grâce à la société civile. Oui. Mais c'est toujours après les élections. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y aura les Capsen. Après qu'on ait constaté quelques flottements dans la mise en œuvre de la réglementation en matière électorale. Pour le moment, c'est ce que les pères fondateurs de ce Cameroun moderne ont décidé que leur part, ça sera fait ainsi. Et nous ne sommes pas la première élection. Nous en sommes, je crois, la 14e ou la 15e. Pour l'air de Paul Biya, c'est la 9e. Donc il ne faut pas donner l'impression aux gens que c'est ce matin qu'on a commencé l'élection. En revanche, on a constaté que l'ECAM, et je suis d'accord avec vous, pour nous éviter de donner l'illusion à tous les gens du quartier qu'ils peuvent aller être présents dans la République, aurait dû, la prochaine loi doit nous éviter d'avoir des gens qui nous perdent inutilement. Mais je vous rassure que eux-mêmes en rentrant, ils n'ont pas été attentifs. Il y avait un carton à côté de la femme qui recevait. Il y avait un carton. Il y avait un carton, je crois qu'on se comprend. Il y avait un carton à côté. Donc, comme il a dit tout à l'heure, le nom d'une institution ne prédispose pas au fondement de la compétence de cette institution. Ce n'est pas parce qu'on a dit commission de réception que vous croyez qu'à tout prix, quelqu'un amène l'acte de naissance. Vous voulez qu'on se réunisse, on pose l'acte de naissance parce que la loi dit on dépose le truc. Donc, merci de rassurer les citoyens que
Les 13 aussi. On peut arriver à 15. Jean-Moïse, on peut arriver à 15. Comme on peut arriver à 8. Merci, en 2018. Merci. Voilà. Merci. Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Alors que le contentieux va commencer à justement faire vibrer le Cameroun, puisque on l'a, à tort ou à raison, rendu public, on voit aussi, et là j'interroge l'acteur de la société civile, des prises de position qui peuvent être de nature à diviser le Cameroun. On ne va pas revenir sur les séquences précédentes en 2018 avec des concours boulot et autre chose, mais ça a évolué. Comment est-ce que, c'est vous qui le dites, les acteurs sont les mêmes d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi de mettre la pression entre guillemets aux politiques quant aux discours qui doivent être tenus en temps de revendication? Il faut faire attention. Il ne faudrait pas qu'au sortir de l'élection, le pays qui pour l'instant semble encore un tout petit peu harmonieux se retrouve en situation chaotique parce que l'élection aura fracassé et morcelé le peu d'unité nationale qui nous reste. Alors, pour arriver à ça, il faut bien traiter les faux problèmes, les problèmes qui prêtent à confusion et qui justement alimentent un discours qui généralement n'est même pas fondé. Si un opposant a l'impression que le MINAT, et je rejoins à ce que le docteur vous disait, s'il a l'impression que le MINAT est un problème pour lui, il va faire un discours vitriol contre le MINAT parce qu'il s'est dit que s'il n'a pas évolué, s'il n'a pas prospéré, s'il a été mal perçu, c'est le MINAT. On a dit ici et on insiste, chacun doit jouer son rôle. Maintenant, je suis d'accord avec le doyen qui dit qu'il faut qu'on avance. Il faut que les hommes politiques comprennent bien que nous sommes un pays en construction dans sa globalité. Il faut que les hommes politiques comprennent que nous sommes un pays qui a besoin vraiment, le vivre ensemble n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité même en politique. Ce qui implique qu'il faut savoir faire des alliances, il faut savoir se mettre avec ceux qui voient comme nous, qui pensent comme nous, ceux qui vont dans la direction dans laquelle nous allons, parce qu'au finish, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le bien du Cameroun. Donc, pour ma part, il faut que tous les acteurs politiques, les gouvernants, la société civile, les différents acteurs, les médias, et ainsi de suite, et les populations puissent intégrer le fait que l'intérêt national, l'intérêt commun est la priorité sur toute autre chose. Les hommes politiques qui vont venir avec des discours difficiles, ils savent très bien qu'ils ne seront pas suivis. Ils savent très bien que personne ne va les accompagner. Personne ne va marcher à ce rythme-là. Moi, je suis un peu, je ne sais pas quel terme utiliser, quand je passe dans nos rues à Yaoundé, je vois les forces de sécurité dans les carrefours avec les Camerounais, j'ai l'impression que nos gouvernants n'ont pas compris. Les Camerounais ne sont plus à ce niveau. Non, personne ne va plus sortir dans la rue pour aller casser la boutique parce qu'un homme politique a dit allons casser. Non, personne ne le fera plus. Donc ça ne sert à rien d'avoir ce déploiement. Oui, parce que vous avez des gens qui les filment et qui envoient à l'international pour dire ah, le pays est sous état d'urgence, pourtant le pays ne l'est pas. Les Camerounais sont en train de grandir dans la culture démocratique, contrairement à ce qu'on pense, ils nous écoutent, ils nous suivent. Nous parlons souvent ici sur la base de quoi? C'est ce que les gens nous suggèrent, c'est ce que les gens nous proposent. Quand les gens vous disent que la mauvaise impression qu'on a du MINAT doit être corrigée, ça revient à de bonnes communications. Le MINAT doit bien montrer de manière claire qu'il n'est pas impliqué dans le processus de la vie des partis politiques. Non, il faut pas seulement qu'on le dise nous. Quand lui-même va dire que c'est lui qui a donné le parti à un opposant, voilà. Il a dit à la télé, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Voilà. Il n'a pas à dire ça. Il doit plutôt dire qu'il encadre, il les accompagne, voilà. Et il leur permet... Je vais prendre le parti qu'on lui donne. Non, je dis simplement que le MINAT, vous voyez Stéphane, quand vous posez la question, moi je vous réponds comme la baie Amsel à mon marché. Oui. Pas comme vous qui êtes des politiques. C'est comme la baie Amsel. Quand on entend le MINAT dire, c'est moi qui ai donné le parti à tel. La baie Amsel le prend au mot et avec tout ce que ça comporte. C'est à nous de défaire ça. De dire que non, c'est pas ce qu'il voulait dire, elle n'a pas bien compris, et il faut donc qu'il y ait une communication responsable. Et c'est là qu'on interpelle tout le temps les CELCOM pour dire que les ministres arrêtent de se fendre en déclaration, surtout qu'il y a des CELCOM. Je vous interpellais, Jean-Moïse Mbok, sur justement le positionnement pendant le contentieux. Et je souhaitais que vous alertiez les politiques qui parfois sont sujets dans la communication à des débordements qui malheureusement peuvent entraver d'une façon ou d'une autre l'unité nationale. Aujourd'hui, nous sommes veille de contentieux. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec le fameux concours boulot, par exemple? Numéro 1, que le MINAT reste à sa place.
On n'a plus besoin de Vous voyez le minage par Mais j'insiste là-dessus, parce que c'est ce que les autres ont fait. S'il vous plaît, écoutez, Stéphane. Quand les autres ont parlé, vous avez laissé qui parle. Je vous dis que vous posez la question à la société civile. Posez la question à Cabral Libi, il vous dira le minat. Posez la question à M. Kamto, il vous dira le minat. Je suis en train de dire que si vous voulez résoudre des problèmes au Cameroun, arrêtons d'essayer de faire du saupoudrage. Je dis que notre ministre, notre minat fait du bon travail, et quand il travaille bien, on le félicite, on apprécie. Mais sur cette question-ci, qu'il garde le silence comme il a fait, et s'il faut communiquer, qu'il communique autrement. C'est tout ce que... Aujourd'hui, il y a des slogans. Fondamentalement, ça ne veut rien dire. Hein. Non, Ça veut dire. Il faut faire que ça. Le principe de précaution, il n'y a pas de risque zéro. Non. Que chacun fasse son travail. Parce que nous voulons nous ériger en garant de l'ordre public. Ceux qui gèrent l'ordre public, les sons qui gèrent l'ordre public. Maintenant, le MINAT qui dit que j'ai cautionné une alliance, il a expliqué le contexte. Parce que parfois aussi, nous désinformons en décontextualisant les propos. Quelqu'un est venu me voir, il n'a pas de parti politique. J'ai la liste des partis politiques. Je peux l'orienter que voilà un parti politique où le leader est moribond. Comme toi, tu es dynamique, va t'arranger avec lui. Ça participe de l'accompagnement et de l'encadrement. Maintenant, il y a un cas que nous avons vécu qui me plaît dans l'affaire de l'ECAM, où je parle de la lumière des projecteurs de la présidentielle. Le cas BCPing le référé. Qui connaissait BCPing avant l'élection présidentielle? Qui connaissait BCPing avant le dépôt des candidatures? Personne. Or, BCPing a un problème social et de la société civile. C'est qu'il a un problème de gestion de sa solde. Ça veut dire qu'il a épuisé les voies de recours administratifs, il n'a pas été suivi. Et aujourd'hui, grâce à l'élection présidentielle, son cas sera forcément examiné. Vous voyez, grâce à la lumière de la présidentielle, c'est pour ça que j'ai parlé d'un problème d'agenda. Et il ne faut pas frustrer les gens en refusant les candidatures, non. Parce que chacun y va avec un agenda précis. Et c'est ça qui fait la beauté de l'élection présidentielle. Parce qu'elle permet de résoudre même des problèmes qu'on n'avait pas imaginé résoudre là. Oui. Et c'est ça qui fait toute l'élégance de la démocratie. Démocratie nous permet de parler de tout, dans le respect de nos différences, de nos agendas, de nos contingences et tout. Et c'est là où moi je salue encore pour sortir la démocratie camerounaise dont la construction est en train de faire ses preuves. Les gens s'expriment. Les gens comprennent déjà que si je veux faire entendre ma voix, je peux bénéficier de tel ou de tel moment. Le chef de l'État a eu raison de libérer l'opinion. Les gens parlent de libérer les énergies. Voilà des énergies qu'on libère. Merci. Donc, c'est un élément, qui est très important. On a compris. Je donne la parole à Jean de Dieu avant que le doyen ne conclue. On n'a plus de temps, malheureusement. La question... Alors, vous levez le doigt, vous voulez vous exprimer. Je vous donne la parole. Vous parlez des questions. Je vous retire la parole. Je dis simplement que les questions de tribalisme, il faut noter que près de 70% de la jeunesse camerounaise est métissée. C'est un faux débat. Les statistiques sont là. Complètement faux débat. Faux débat. Près de 70% de la jeunesse camerounaise est métissée. Ça veut dire qu'il y a un processus naturel de transculturation qui se développe, où il sera difficile en 2050 de dire que je suis bêtis à 100%. De dire que je suis du littoral et autres. C'est pour cela que nous, de la société civile, nous disons une chose. Celui qui tient un discours qui a tendance au repli identitaire, qu'est-ce que la loi a fait? Combien de gens sont en prison depuis 2018? Combien sont en prison? Combien de procureurs se sont engagés? C'est là dont nous parlons toujours de la gouvernance. Et nous questionnons pourquoi les instances qui devraient sanctionner cet homme politique n'ont pas réagi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas quelqu'un qui sert d'exemple que parce qu'il a tenu un discours de repli identitaire qui sert d'exemple. Merci. Le temps est achevé sur votre prise de parole. Je vous donne une minute, Jean-Maurice Mbok, et le doyen va conclure. Il nous reste à peine 2 minutes. Ok, 1 minute, c'est une parenthèse dans le programme que nous sommes en train de faire pour... Oui. J'ai entendu aujourd'hui le docteur... en tout cas le communicant du FSNC
directeur de communication, faire une sortie et Info TV était cité. C'est pour ça que j'en parle. Info TV était cité parce que un de vos panélistes ce matin a dit que la présidence avait envoyé quelqu'un pour donner une mallette à Issa Tiroma et à Belouba Magari pour qu'à la fin des élections, ils se rallient, ainsi de suite, dans la corruption. Et il s'est indigné fortement, mais sans même de porter plainte à la chaîne. Et s'il n'y a pas un droit de réponse, heureusement, parfait, ici a accordé un droit de réponse pour l'émission de demain. Oui. Mais je veux simplement dire ici que le ministre Tiroma n'a reçu aucune mallette. Vous êtes le porte-parole du ministre Tiroma? La société civile a le droit de s'adresser à ce genre de questions. Encore qu'Info TV, c'est ma maison, je me sens concerné par tout ce qui concerne Info TV. Il a donc dit dans sa communication, je vais le dire ici, il n'y a pas une alliance qui existe encore entre le ministre Issa Tiroma et le président Biya pour M. Belouba. On ne sait pas, on verra pour la suite. Il faut que les gens comprennent que Info TV est une chaîne sérieuse qui est suivie. Et les moindres paroles qui sont dites peuvent avoir des conséquences fâcheuses. C'est pour ça que je le dis ici, pour que si jamais ils m'écoutent, qu'ils comprennent que Info TV n'est pas associé à ce genre de démarche, à ce genre de fonctionnement. Et il paraît que c'est M. de RDPC. Il n'y a pas d'alliance pour le moment entre M. Biya et M. Tiroma. Et si jamais ça revient, les deux qui sont des adultes vont remettre sur la table. Merci. Donc c'était un fake news qu'il faut recadrer. Merci pour la violemment. précision. Info TV, c'est une chaîne sérieuse. Doyen Bikoro, à vous l'honneur de conclure. Ils sont 33 millions de Camerounais qui nous observent. Ils n'étaient pas les mêmes en 1992. Ils n'ont pas beaucoup évolué, mais cette élection, s'ils ont fait un effort, je crois 3 millions s'y sont ajoutés. Ça veut dire qu'il y a un débat de fond qui a commencé à poindre à l'horizon. Ils sont 13. Ils pourront être 15 ou 50 demain. Un seul va s'asseoir à étudier. Un seul. Et le seul qui va s'asseoir et étudier, ce que j'enseigne toujours à mes étudiants, s'appellera président de la République. Les narratifs que nous véhiculons dans l'espace public, oh, le président de la République, le président national du RDPC, oh, le président de ceci, ceci, le président de ceci, il faut dire aux Camerounais que ça cesse à ce moment. La deuxième chose, on n'est pas venu ici pour parler de tribalisme. On n'est pas venu pour parler de, on est venu parler de la loi, de la prochaine étape qui concerne le Conseil constitutionnel. J'imagine qu'après le Conseil constitutionnel, vous allez nous mener à la deuxième étape. Et nous disons aux gens que les concernés continuent d'avoir confiance aux institutions de la République, ils les éprouvent, et nous sommes conscients du fait que si ça a bien marché au premier tour, ça va bien marcher au deuxième tour. Merci, doyen Bikoro. Faire confiance aux institutions de la République. Si ça a marché en temps préliminaire, il est hors de question que ça ne puisse pas marcher lors des prochaines étapes. Nous, on va vous dire merci d'avoir abondamment réagi sur nos différentes plateformes, justement, durant cette édition de Ourou Africa. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le contentieux. Vous aurez remarqué que la problématique autour de la gouvernance et même de la crise anglophone a pour le moment été conservée bien au chaud au placard. On y reviendra lors de nos prochaines éditions. Merci à vous qui nous avez suivis et nous pouvons que vous dire bien le bonsoir. Sisi la mule, so kuyo